Donc, bonjour et bienvenue à Be Back Podcast, le podcast sur l'univers des concessionnaires automobiles. Mon nom est Pierre-Olivier, je suis cofondateur de Pixel Guru. L'émission d'aujourd'hui est commanditée par BDC Solutions, donc la solution de BDC pour les concessionnaires. Donc, aujourd'hui, en fait, je reçois un invité spécial qui est Louis-Yves Cloutier de 360 Agency, mieux connu probablement sous le nom de SM360, qui est plus connu comme nom dans l'industrie. Donc, aujourd'hui, on va parler du digital retailing et aussi du principe de omnichannel par la suite. Donc, on va vraiment percer sur les solutions de vente en ligne. Donc, comment ça va, Louis? Moi, ça va super bien. Merci. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait longtemps que je te gosse pour venir, en fait. Fait que, cheers, merci beaucoup. Donc, ça fait grand plaisir. Ton premier martini? Oui, exact. Premier martini à vie fait par Louis-Yves. C'est ma recette spéciale. Elle fait un petit peu plier les genoux, mais... c'est parfait. Mais tu vas voir, on va se sentir hyper confortable tantôt. On est assis, c'est parfait. Louis, tu peux prendre peut-être 2 minutes, 5 minutes, juste nous expliquer un peu ton parcours qui t'a mené au monde automobile et qui t'a mené comme président de 360 Agency. Je te laisse la parole un peu. Écoute, moi, ça me rajeunit pas, mais ça fait 21 ans que je suis dans l'industrie automobile. T'as pas trop de cheveux gris encore, ça va? Écoute, probablement que c'est parce qu'ils sont longs puis ils sont mêlés, mais ma femme a dit que j'en ai pas mal. Ça fait 21 ans que je fais ça. Dans le fond, j'ai été pendant 10 ans pour ADP Dealer Services, qui est devenu CDK Global. Okay. J'ai été 2 ans et demi comme vendeur, puis 8 ans comme directeur de l'Est du Canada. Fait que je couvrais tout l'Est du Canada, de Kingston jusqu'à Terre-Neuve. Okay. Puis dans ces années-là, CDK, c'est un DMS, là, comptabilité, pièces, services. Ouais. Je me suis ramassé, probablement parce que j'aimais le monde du numérique, puis j'ai un bac en marketing, fait que j'aimais le côté du comportement du consommateur. Okay. J'ai été responsable d'amener toutes les solutions numériques de CDK au Canada. Fait que j'ai développé mon côté numérique, la connaissance du web automobile avec ça. Puis ça a formé pas mal ce que j'avais comme vision, là, de développer des solutions pour le front-end d'un concessionnaire. Là. Si on se rappelle, tu sais, puis là, peut-être que tu t'en rappelles pas, tu étais jeune, là, mais si on prend 10-12 ans passés, c'était pas mal des one-size-fit-all, les solutions. Fait que moi, j'avais l'idée d'arriver à quelque chose où on pouvait avoir un peu de flexibilité, puis une solution bien intégrée. Gestion des leads, ça n'existait pas. Fait que, ça, c'est l'idée que tu avais en tête. Oui. En étant chez CDK, tu te disais que ce serait cool d'avoir quelque chose qui est moindrement intégré, là, de la pub au site web, du site web jusqu'à un lead manager, CRM, puis du CRM après ça, amener les clients en concession, à les convertir là, en appointement. Là. Fait que on a monté le premier vrai gros BDC au Québec en 2010 chez Groupe Bocage, de A à Z, que ce soit puis je salue nos amis de BDC Solutions, ils font un très bon travail, mais que ce soit de développer un plan de paye, des profils d'employés, de directeurs, fait que monter ça de zéro. Puis on a développé une solution qui permettait d'intégrer... nous autres, on disait c'était de la pub jusqu'à la vente. Fait que c'est sûr que ça allait évoluer avec le temps. Là, on va en parler un peu aujourd'hui, mais c'est comme ça que j'ai fondé l'entreprise en 2010 avec mon partenaire Daniel Martin, qui est toujours avec moi, un ami. J'ai l'histoire de la napkin. C'est pas compliqué. J'ai dessiné une napkin après une game de hockey, puis... Puis vous connaissiez du hockey? Oui, on est des amis depuis à peu près... ça faisait peut-être 7-8 ans qu'on était amis. Il a daté ma meilleure amie de fille, fait que, qui était juste une amie. Puis... on s'est connus de même. On avait des atomes crochus. Lui, c'était un gars de technologie qui a travaillé dans des startups en technologie, en mobilité avant que la mobilité existe vraiment. Fait que ben solution-driven. Puis il venait de vendre les intérêts qu'il y avait d'un petit business, un startup, une trentaine d'employés, un VC de Toronto. Fait que après une game de hockey, je savais qu'il était joueur autonome sans compensation. J'ai dit, c'est le temps que je me lance. Il y a quelque chose pour toi? J'y ai dessiné mon idée d'affaires. Puis, c'était quoi l'idée d'affaires? L'idée d'affaires, c'était carrément ça. C'était d'avoir une solution qui permettait d'intégrer la gestion de l'Internet. Fait que la publicité, on gère la pub, on fait un site. Le site se connecte à
CRM. Dans ce temps-là, c'était plus un lead manager. Là, puis après ça, on offrait de la consultation pour être capable de pouvoir optimiser la conversion en rendez-vous. C'était le début de l'Internet. Puis, dans le fond, ça a super bien été parce que on a amené des résultats vraiment incroyables aux clients dans ce temps-là. C'était ça, l'Internet. Générer des leads, puis book des rendez-vous. Là, c'était assez straightforward. Là, c'est beaucoup plus éclaté, là, le parcours du consommateur. C'est ça qu'on parle aujourd'hui. Le parcours du consommateur a changé complètement. Fait que j'ai fondé l'entreprise en 2010 dans mon sous-sol. Puis là, vous êtes rendu avec... 270 employés peut-être. Combien de concessionnaires qui utilisent 1000, à peu près 1000 concessions. Comment ça... Pas pire entreprise. Ouais, pas pire. Comment ça bien aller? Aux États. Ouais. Ah ouais? Le premier est fait? Ah oui, ça fait 2 ans. On n'a juste pas eu le temps de continuer après parce qu'on a travaillé beaucoup au Canada depuis les derniers 3 ans ont été piste de course. Oui, j'imagine. C'est toujours un peu exponentiel là, quand ça commence à bien aller. Tout est. C'est long à partir, tu le sais. Tu as parti toi-même ton entreprise. Félicitations, by the way. Merci. Puis, au début, c'est long, puis tu as l'impression que tu pogneras jamais de momentum. Mais à un moment donné, quand ça grippe. Quand ça grippe, c'est bon. C'est le fun. Super, j'ai le merci. droit de boire quand je veux. Oui, s'il te plaît. Habituellement, en plus, à toutes les fois que j'ai des invités, on se fait 2 drinks, puis je suis tout seul à finir mon drink. Eux autres ont fini le podcast, puis là, ils calent leur drink parce qu'ils n'ont pas bu pendant. Je vais te dire une chose, je suis un gars du Saguenay. OK. Fait qu'on va s'en faire un autre à mi-chemin. Fait que, il en reste un peu. Quand tu vas être assez vide, là, je vais... Super. Je vais nous en remettre dans nos verres. Mais j'aime ça. Il n'y a pas grand chance que je finisse pas mon verre. Non, parfait, j'aime ça. J'ai des bonnes racines. On peut starter vraiment dans le sujet qui était vraiment d'essayer de démystifier un peu le digital retailing, là, comme tu appelles en anglais. Donc, tout ce qui est solution de vente en ligne, comment ça fonctionne. Oui, bien, tu sais, si on essaie d'être bien pragmatique, si tu regardes le digital retailing en anglais, retailing, c'est pour le retail, commerce de détail. Commerce de détail, digital, c'est en ligne. Fait que ni plus ni moins, c'est tout ce qui permet de pouvoir faire avancer une transaction d'un consommateur, mais dans un monde digital. Ouais. Nous, on a lancé la première plateforme de vente en ligne complète pour le used car à Toronto en 2016. À 2017, chez Chambly Honda. Je salue mon ami Louis-Martin Racicot. Donc, ils peuvent acheter 100% le véhicule en ligne. Ils peuvent faire le processus de magasinage jusqu'à l'achat, 100%. Tu sais, réservé, carte de crédit, trade-in, FNI, puis tout ça en ligne. C'est sûr qu'il y a des composantes, là, tu sais, puis c'est ça le défi, puis c'est là qu'on va peut-être se rendre plus tard dans la discussion, où ça s'en va, cette affaire-là. Parce que le digital retailing, ça a été un terme très, très à la mode depuis 2 ans dans l'industrie. Mais je dirais peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Puis avec la pandémie, c'est devenu le trend. Puis j'ai dû faire à peu près 7-8 entrevues en début de pandémie là, avec les différents magazines du Canada sur le digital retailing, puis qu'est-ce que c'était. Puis, écoute, nous autres, on roulait d'une plateforme qu'on appelle Showroom V2. On avait peut-être, je sais pas moi, 80 clients installés avant la pandémie. Tu sais, j'appelle ça encore les early adopters. Clairement. Puis on doit en avoir 350. Là. Qui ont embarqué récemment. Qu'on est rendu à 350 d'installés. C'est fou. Aujourd'hui, c'est... je pense même, j'ai pas les chiffres, mais c'est peut-être 1 sur 2 là, qui embarque là-dessus. Puis là où je trouve ça intéressant, c'est de discuter du concept de c'est quoi du digital retailing. Parce que il y a bien du monde qui disent qu'ils en font, puis il y a quand même des bonnes plateformes au Canada là, qui te permettent de pouvoir prendre un inventaire puis avancer. Là, que ce soit des compagnies canadiennes comme Moto Insight ou des compagnies américaines qui essaient de rentrer comme Roadster, AutoFi. C'est des vraies plateformes de digital retailing. Chacun, il y a des avantages, des inconvénients. C'est quoi la limite d'un digital retailing, mettons? Quand est-ce que tu deviens digital retailing? Est-ce que tu dois avoir à
absolument la partie transactionnelle à la fin? Ou qu'est-ce qui diffère de... parce qu'on connaît la track normale, ça s'arrête au lead, puis une demande de lead, puis that's it, là, c'est qu'est-ce qui fait que tu deviens digital retailing ou que tu tombes dans cette catégorie-là? Ben, c'est un peu de ça qu'on voulait parler, c'est que tu as des... à ce stade, tu as plein de widgets qui se disent digital retailing, mais dans le fond, c'est quoi? C'est juste des glorified lead generators. Oui, exact. Ce qu'il faut permettre, c'est de pouvoir faire de l'engagement client. Puis quand je dis, tu sais, quand on parlait de démystifier, là, les concessionnaires, puis je vous te dirais de moins en moins parce qu'on les éduque, puis tu sais, c'est un nouveau concept, on éduque les manufacturiers aussi là-dessus, là, voyaient avant le digital retailing, la vente en ligne, sur combien je vais vendre d'auto à un consommateur à 2 heures du matin qui se lève, qui fait de l'insomnie, qui dit « je vais aller magasiner un auto », puis que là, il va choisir le véhicule, il va choisir les paiements, il va mettre sa carte de crédit, il va tout réserver l'auto, puis tu n'auras jamais parlé au client, puis tu vas y vendre un auto. C'est pas la réalité. Ça arrive. OK, il y en a. Mais tu sais, moi j'appelle ça, c'est le type du iceberg. Mais la vraie réalité, c'est en dessous, là, tu sais, le iceberg, il est gros. C'est comment on mesure un digital retailing, c'est de l'engagement. Fait que si tu es juste un lead generator sur des systèmes sans les nommer quelconques, c'est pas du digital retailing parce que même si c'est un peu plus fancy, tout ce que ça fait, c'est que ça va chercher l'information du client. Okay. Ça ne permet pas au client de s'engager dans une transaction. Moi, j'aime, puis on est tous des consommateurs. Là, dans le temps de la pandémie, on a-tu acheté des affaires en ligne? Moi, pas beaucoup, mais ma femme, je peux te dire... les boîtes rentrent au poste. Écoute, on remplissait le bac de recyclage, puis moi, j'ai un triplex, fait que j'en ai 2, mais j'ai pas d'appartement. Je remplissais 2 bacs de recyclage à force que les affaires rentraient. Bon, il y a un problème de suremballage, mais ça, c'est pas pour la discussion d'aujourd'hui. Ça étant dit, c'est engager le client. C'est l'engagement client. Puis même nous autres, au début, là, jusqu'à il y a 1 an à peu près, on avait encore de la misère à vraiment bien décrire comment mesurer le succès du digital retailing. Puis aujourd'hui, on le sait. C'est par l'engagement client. Peu importe la plateforme, c'est comment tu mesures l'engagement de ton client à travers le processus d'achat. Toi, tu es un consommateur, tu achètes en ligne. Si ce n'est pas une auto, tu veux avoir l'impression que tu as le contrôle. Tu sais, on appelle ça self-serve. Là. Tu vas être capable de toi-même tenir les rênes ou avoir l'impression que tu tiens les rênes. Fait que, si tu le fais, là, tu vas rentrer dans un processus puis tu vas faire quoi? Tu vas mettre du temps. Tu sais, on a fait des études dernièrement sur l'engagement, puis on s'est rendu compte que des clients qui rentraient dans notre module, puis là, je ne peux pas dire pour les autres, mais j'imagine que c'est similaire, dans notre module de digital retailing au niveau du builder, là, tu sais, le build and buy, si on appelle, sur un site X, passait en moyenne 8 minutes sur le site. Puis le même site, si tu n'allais pas dans le builder, mais que tu te magasines une auto neuve, tu passais en moyenne 2 minutes. Alors, 2 minutes, c'est des stats normales de site web. 2 minutes, 3 minutes. C'est des moyennes normales. 8 minutes, tu es dans un autre extrême. Fait que tu vois que les gens, ils veulent en plus de jus. Ils veulent aller plus loin. Tu sais, arrête-les pas. Puis je pense que c'est dans un des podcasts avec Marc Lavoie de Autobahn qui parlait de ça, qui est quand même qui est un excellent gars de marketing. Puis il parlait de ça, tu sais, des leads que les consommateurs sont laissés, genre, tout seuls. Tu rentres tes infos. Déjà que tu lui demandes de rentrer ses infos, il rentre ses infos, ça lui dit « Merci, quelqu'un va vous contacter. » C'est très personnel. Apporte-les quelque part, continue le processus, embarque-les plus dans ta machine. La personne, elle veut de l'information, elle veut aller plus loin. Puis malheureusement, on les laisse, mais la majorité des sites ou des pipelines ou appelle comme tu veux, les laisse tomber à ce bout-là. Quelqu'un va te contacter, puis t'as titre, mais tu le vois avec le 8 minutes que clairement, les gens veulent en mettre plus, veulent mettre plus d'informations, veulent aller plus loin dans le processus d'achat. Peut-être qu'ils ne se rendront pas jusqu'à cliquer sur rentrer une carte de crédit, mais ils veulent plus de stock, ils veulent s'engager plus, commence à demande de financement dans un formulaire, commande n'importe quoi, ramasse du stock ou présente-y d'autres stocks, donne-y du jus. T'sais. Oui, puis tu sais, le défi, c'est que tous ces morceaux-là, la demande de financement, le véhicule, les paiements, comment tu fais pour les intégrer? Parce qu'ils font toutes partie de la même transaction.
Puis malheureusement, là, si on regarde, je dis malheureusement, c'est pas vrai parce que ça l'a fait de son temps, mais ça a été bon. C'était du lead generation, du lead form. Tu pouvais recevoir 3 leads, un de trade-in, un lead de demande de financement puis une demande de prix. C'est le même client sur le même char. Tu ne vendras pas 3 chars. Là, on s'entend. Les statistiques étaient... Fait que, comment tu fais pour faire en sorte que ça soit connecté ensemble, ces affaires-là, que tu sois capable de dire, c'est ta même transaction, peux-tu bâtir ta transaction? Fait que quand on pense digital retailing, il faut que le consommateur soit capable de bâtir sa transaction, soit capable de s'engager, puis que quand on mesure le succès, là, ça ne veut pas dire que c'est le nombre de cartes de crédit, mais combien de clients ont ouvert des comptes en ligne? Combien de clients ont ajouté des véhicules à leur compte, même s'ils n'ont pas mis leur carte de crédit. Combien de temps les clients ont passé sur tes outils de transaction ou tes modules transactionnels? Ça, c'est puissant. Puis, tu sais, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que si un client passe 8 minutes sur ton site web, il reste beaucoup moins de minutes pour passer sur le site web de ton compétiteur. Puis après ça, il compare. Il compare ton expérience avec celui du voisin. Fait que, c'est la même réalité dans la vraie vie aussi. On faisait la même chose quand je vendais des véhicules de semaine. La personne arrive à 6h30. Tu veux pas la laisser partir avant 8h30 parce que tu veux pas qu'elle aille en visiter d'autres puis qu'elle dise ça me tente pas de repasser ce processus-là c'est tellement long, gars. Le char, il me plaît, il est correct. On le prend, le gars, tu sais. Mais c'est un peu le même principe. Tu dis, sauf que sur le web, c'est d'ouvrage. Tu as un clic de t'en aller. Fait que comment tu fais pour le garder? Comment tu fais pour l'engager? Exact. C'est pas, tu sais, c'est pas en faisant des pop-up d'Attract-Nigo, puis tu sais, s'il te plaît, non. C'est en t'assurant qu'il y ait du contenu pertinent, du contenu, mais des outils où il sent qu'il est en contrôle. Après ça, là, tu pourras le ramasser où il a arrêté, tu sais, en tant que concessionnaire. Puis c'est là où la tendance va faire en sorte, là, que, puis surtout avec la pandémie, puis tu sais, vente avec social distancing, même si on n'a plus de COVID-19, là, tu sais, je peux vous dire une chose, les consommateurs, là, travailler à distance, puis faire beaucoup d'étapes à distance, ils ont vu que c'était possible. Clairement, ça a poussé cette théorie-là. La tendance, là, va vraiment changer, puis on va voir arriver, puis on va en parler tantôt du Omnichannel Sales, là. Mais ça, là, c'est où l'industrie s'en va. Aujourd'hui, l'industrie est rendue où un concessionnaire se doit d'évaluer sa présence en ligne, puis se demander qu'est-ce que j'offre à mon client pour qu'il puisse se sentir en contrôle de bâtir sa prochaine transaction. Parce que quand il magasine sur Amazon ou eBay, il a bâti sa transaction. Puis maintenant, on va dire, pas mal toutes les compagnies se sont tournées vers des modules où on est en mesure de faire beaucoup en ligne. L'automobile, c'est compliqué. On est la dernière industrie à y aller, mais il ne faut pas aussi... on ne crachera pas sur notre industrie parce que moi, c'est une industrie que j'adore puis c'est une industrie qui est très résiliente. Mais la raison pourquoi c'est plus long, c'est qu'une transaction d'auto, c'est complexe. Tu as un trade-in, tu as une demande de crédit, tu as différentes banques qui vont te financer. Tu sais, c'est pas... Effectivement. Il y a tellement d'acteurs. Clairement pas le même affaire. Tu as l'émotion. Excuse-moi, j'ai toussé, là, mais j'ai pas la COVID. Non, j'ai mes 2 doses. Mais tu as l'émotion. Fait que, il faut que des fois, tu t'assois dans le véhicule, il faut que tu l'essayes. Puis c'est pour ça que c'est important, quand on démystifie le digital retailing, il faut comprendre que le client qui vient en magasin essayer la voiture, mais qui s'est monté ta transaction en ligne, là, c'est pas un walk-in. C'est une vente Internet. Tu sais, faut le voir comme ça. Fait que maintenant, comment on brise le silo entre en ligne et en concession. Ça, c'est le sujet qu'on va aborder après une coupe de gorgée. Là. Mais non, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais le principe du Omnichannel, c'est quoi, en fait? Le principe d'Omnichannel, là, c'est de permettre au consommateur de pouvoir s'engager dans sa transaction
de la façon dont il veut, au moment dont il veut, sans barrière. C'est de permettre au consommateur de faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure dans son expérience d'achat. Fait que si tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, là, ce qui est typique là, de l'industrie, c'est que tu as le en ligne et tu as le en magasin. Je suis le premier placé pour en parler. On a des sites web, on a des solutions de digital retailing, ça c'est en ligne, puis on a des solutions CRM, puis on a des solutions de desking maintenant. Ça, c'est en concession. Ouais. Ça, là, c'est comme deux mondes. Fait que le consommateur, il peut s'engager en ligne, puis là, on peut rentrer dans plusieurs façons de le faire en ligne. Puis, avec toute la publicité qui entoure ça, tu as plusieurs façons de pouvoir t'engager de façon online. Ouais. Mais tu arrives en concession, puis c'est à recommencer. Ouais. C'est une nouvelle expérience. Ça fait aucun sens aussi. Puis, tu as bien beau avoir travaillé sur ton outil de digital retailing, peut-être fait des prix, tu arrives en concession, puis le vendeur, commence à traquer à zéro. Commence, puis quel véhicule t'intéresse? Puis c'est location, financement, c'est quoi ton budget? Hey! J'ai tout fait ça, genre hier. Exactement. J'ai tout fait ça en ligne. Puis tu sais, c'est pas faute au vendeur, là. Non. Il n'y a juste pas l'info. Il n'y a juste pas l'info, il n'y a juste pas les outils. Il y a juste, tu sais, c'est l'industrie qui est faite comme ça. La cassure rentre. Il y a une cassure qui est importante. Puis, tu sais, quand on parle d'omnichannel, là, c'est pas juste online puis je m'en viens en magasin. Des fois, je téléphone. Ouais. C'est quoi mon expérience? Ben là, au téléphone, on est encore en train de se demander comment on va loguer nos phone-up. Fait que, tu sais, il y a du travail à faire, mais comment je réussis à rentrer ce lead-là? Comment j'engage le client pendant qu'il est à distance? Hey, ce client-là, là, il est au téléphone. Là. C'est pas très multimédia comme plateforme. Là, même si on a des téléphones intelligents, là, il te parle au téléphone, il a appelé, il y a une question, c'est le nouveau pick-up, sans nommer de marque. Là, puis là, comment tu fais pour pouvoir faire en sorte, là, le vendeur va faire quoi? Il va donner un prix tout de suite, va dire viens me voir, mais tu sais, le client n'est peut-être pas prêt. Fait que si le client n'est pas prêt à venir te voir, tu vas couper ça là. Comment tu peux prendre tes outils numériques pour gérer un... Le retargeter. Ouais. Ben, pas le retargeter. Tu sais, loguer un phone-up avec ton site web. Je pensais à ça. Va-t'en sur mon site, bâtis-toi ta transaction, ça va tomber dans mon site, dans mon système. Je vais être capable de pouvoir ramasser l'information, puis on va continuer la discussion ensemble. Tu sais, il y a tellement de façons maintenant, là, quand on... Puis on est quand même au début de ça. Là. On est au balbutiement de l'omnichannel, mais c'est permettre au client d'engager avec le concessionnaire ou le manufacturier de la façon dont il veut. Et au moment où tu y parles, tu lui offres des choix, puis il est capable de pouvoir prendre ses choix, puis dire c'est ça qui me convient de mieux. Si au téléphone, ce qui convient de mieux, c'est de booker un rendez-vous, fine, on se book un rendez-vous, on le met dans notre CRM, les clients vont se présenter, puis tu sais, l'affaire est ketchup. Mais si le client n'est pas prêt, puis il est au début du funnel, mais il a appelé, tu l'amènes, tu dis OK, on va utiliser des outils numériques, je vais te permettre de pouvoir commencer à gérer ta transaction toi-même. Fait que ça, c'est une autre façon. Walk-in. Oui, même affaire. L'inverse est possible aussi. Quelqu'un peut venir en concession et dire hey, gars, je suis pas sûr. OK, parfait. Écoute, on va. V'là un lien ou v'là quelque chose. Crée ce qu'on vient de parler là. Gars, c'est déjà là ou tu le crées avec lui, quoi que ce soit. Quand tu seras prête, clique ici, puis boum, on continue. Où est-ce qu'on était rendu? Mais imagine plus loin. Je travaille en concession. Là. Puis là, tu sais. L'industrie n'est pas tout à fait rendue là, mais tu sais, il y a plusieurs compagnies qui y travaillent, incluant nous autres, puis on est quand même avancé. Imagine, tu sais, tu te présentes en walk-in, tu travailles ta transaction. Le client, c'est un first stop. Il t'a pas dit, il t'a pas fait de lead en ligne. Il a probablement été sur ton site web, là, tu sais, on s'entend, là. Mais il te l'a pas dit. Il rentre en concession, tu l'as comme un first stop dans ton CRM. Tu commences à travailler dans ton desking.
tu travailles à ta transaction, tu négocies un peu ton deal, tu sais. Mais le client, c'est quoi? Ben, il veut en parler avec sa femme. Je voulais dire avec son ou sa conjointe. Oui, partenaire. Oui, sa significant other, en anglais. Il s'en va chez eux. Mais avant, attends, tout ce que j'ai là, on va le sauver. Je t'envoie ton compte, crée ton compte. Puis tu t'en vas sur mon site web avec ton mot de passe puis ton username là, que tu viens de te créer. Là. Puis tout ce qu'on a fait est là. Ouais. Si par hasard, parce que l'auto qu'on a parlé, ça peut se vendre, si par hasard tu décides ce soir, on est fermé, tu vas être sûr de réserver l'auto, là. Clique, mets un dépôt, il va être réservé, il est à toi dans l'inventaire. Ouais. L'inventaire du magasin connecté avec le web. Ouais. Hey, combien de fois les concessionnaires ont vendu des chars 2 fois? Ouais. Ça a dû t'arriver dans ta vie. Ah oui, clairement. Là. Mais non, effectivement, c'est ça. C'est là que je m'en allais tantôt. Ça fait complètement du sens dans le sens que ça arrive tellement souvent que des clients viennent en concession, magasinent un véhicule, sont pas toujours prêts à acheter. Puis là, je me souviens plus des statistiques exactes, là, mais tu sais, par exemple, que, je sais pas, deux personnes sur 3 n'achètent pas first stop, n'achètent pas quand ils rentrent en concession. Mais sur les 2 autres qui restent, il y en a probablement un qui est acheteur puis un qui ne l'est pas, tu sais. Mais l'autre qui ne l'est pas, bien, on le laisse dans les vapes puis on y laisse ça entre les mains à lui, mais on ne devrait pas, tu sais. On devrait lui donner plus d'outils pour être capable de le ramener vers nous, dont ça, tu sais, d'avoir, OK, mais cette maudite transaction-là, au lieu d'écrire sur un coin de papier, là, genre en arrière de ta carte, 2,42 par semaine. Il ne peut pas faire grand-chose avec ça, à part aller montrer au magasin. Il arrive à sa femme, puis tu sais, c'est ça qu'on a eu, tu sais, mais ou aller chez ton compétiteur puis dire hey, gars, il me l'a fait 2,42, moi t'as le faire 2,40 puis on signe mais les chances qu'il y a chez ton compétiteur qui dit peux-tu aller sur le site web de xxxmotors.com, rentre dans le compte et dit gars, il m'a fait tel prix, sont faibles. Oh, oui. On s'entend là. Puis même là, s'il fait ça, le compétiteur, il va probablement être nerveux, il va dire c'est vraiment hot, ça. Fait que, exact. L'expérience client que tu offres est une coche en haut, puis ça va toujours jouer dans la balance. Pas à tous les coups, à 100% des coups, mais overall, tu vas avoir... un numbers game. Exact. Tu vas avoir une meilleure expérience client, tes clients vont être plus contents. Lui, il va dire à ses chums, Chris, moi, je suis allé là, hey, ils m'ont monté un profil, puis j'étais arrivé chez nous, j'ai montré à ma femme toute la transaction, le char était là, 3D, toute la patente, je pouvais regarder toutes mes options, tout ce qu'on avait choisi, tout ce qu'on a parlé, et là, tu sais, ça, c'est fou, là, comme argument de vente, là, tu lui donnes des armes pour aller closer sa blonde, là, tu sais, tandis que si tu lui donnes pas, le gars, c'est la carte d'affaires dans le lit quand tu montes à ta blonde, là, tu sais, hey, elle s'en foutu, tu sais. Pas grand-chose. Puis ça peut être la blonde qui monte à son chum. Tu sais, c'est ordinaire. Puis là, moi, je suis pas jeune, là, mais les générations qui s'en viennent là, sont nées avec ça dans les mains. Fait que, tu veux pas lui donner un prix, ils te font pas confiance. Tu veux pas tu veux les forcer, ils sont réticents. Il faut voir aussi ce qui s'en vient. Fait que, en tant que concessionnaire, juste terminer sur ce point-là, en tant que concessionnaire, il faut que tu comprennes comment les nouvelles générations vont te magasiner. Puis, moi, je crois au concessionnaire. Je crois au concept de franchisé. Je travaille avec des manufacturiers. Bon, des fois, il y en a qui veulent faire direct. Moi, je pense que les concessionnaires ont fondamentalement une super place dans le marché parce que sont proches du client. Puis la proximité, c'est important. Exact. Surtout d'une grosse décision comme celle-là. Mais pas au détriment de la facilité. Exact. Fait que c'est là où le détaillant doit embrasser les nouvelles technologies, puis embrasser les nouveaux processus avec puis changer la culture de leurs vendeurs là, parce que le monde a peur, les consommateurs ont encore peur, puis même les entreprises qui servent les consommateurs ont encore peur en disant comme mais c'est pas tout le monde qui est rendu mais sois prête parce que justement la nouvelle génération comme tu disais, eux autres sont prêts en maudit, puis eux autres sont prêts à avoir des outils comme ça, tu peux pas juste te fier à l'autre génération d'avant qui est en ce moment peut-être la majorité de ta clientèle. Les autres s'en viennent puis dans 5 ans, 10 ans. J'entends de moins en moins, je dois te le dire, là, des concessionnaires dire
les consommateurs ne sont pas prêts. Mm-hmm. Je pense que la dernière année là, nous a fait grandir de 5 ans en 6 mois. Là. Fou. Fait que je l'entends de moins en moins. Soit que j'ai des bons clients, mais pour de vrai, les concessionnaires sont très à l'écoute. Ouais. Puis les concessionnaires aussi sont à l'écoute de comment faire pour faire en sorte de... en anglais, ils disent « stay relevant », là, demeurer pertinent. Ouais. Parce que tu as le manufacturier qui... C'est sûr qu'il y a des tendances, quand tu regardes des Tesla, de dire « on va vendre en ligne », puis Volvo a certaines initiatives en Europe, ils ont Polestar au Canada. Je veux dire, il y a des choses qui se passent, là. Puis ça, c'est du omnichannel sales, parce que le consommateur peut interagir de plein de façons, acheter de plein de façons. Avant, là, mettons, puis là, moi, j'avais ce speech-là il n'y a pas si longtemps, mais il y a 20 ans, là, le concessionnaire avait la clé. La clé pour tous les consommateurs. C'était quoi la clé? C'est quoi? La brochure. Ouais. C'est vrai. Ah ouais. Fallait que tu ailles voir un concessionnaire pour avoir une brochure du véhicule pour commencer à étendre les 3-4 brochures sur ton comptoir. Là, on regarde là, quand fait bien des années. Puis là, tu comparais les véhicules. Fait qu'après ça, en échange d'une brochure, je prenais ton nom. Puis là, tu sais, « Working towards be back ». J'essayais le nom de ton émission. J'essayais de te ramener en concession. Mais là, c'est plus ça. Là. C'est tout éclaté. Le consommateur, tu ne peux pas le contrôler. Non. Ce que tu peux faire, c'est l'engager. Exact. Puis, si tu l'engages dans une expérience d'achat qui est de plus en plus connectée, de plus en plus intégrée, omnichannel, ça veut dire faire en sorte qu'il y a de moins en moins, excuse-moi les expressions anglaises, là, des pitfalls. Là. Ouais. Fait que le consommateur, il n'a pas l'impression que je suis barouetté d'une plateforme à l'autre, que je ne suis pas capable de relier les éléments ensemble, je ne suis pas capable de faire en sorte que, ce que j'ai fait en ligne, ça ne balance pas. Puis là, tu t'ostines pour, hey, ça ne balance pas de 5$, mais pour un consommateur, 5$, c'est de la crédibilité. Oui, exact. C'est pas le 5$, c'est que tes systèmes sont pas bons. Ouais, fait que si tes systèmes sont pas bons, t'es pas bon. Si tu manques ça en ligne, mais qu'est-ce qui va arriver? Mais que je check mes contrats, mais regarder bord en bord parce que je vais me dire, c'est sûr que tu t'es trompé quelque part. Puis là, je vais questionner chaque affaire. Puis que, effectivement, la crédibilité vient en manger une shot. Là. Non, exactement. Ça fait que, je pense que l'industrie s'en va là. J'ai commencé à discuter quand je parle, là, soit que ce soit avec des manufacturiers, en entrevue, avec des concessionnaires, à expliquer que le terme « digital retailing » très actuel, mais selon moi, il est déjà dépassé. Le prochain terme, tu peux me quoter là-dessus, puis on verra si je me trompe. Là. Mais d'ici quelques années, ce ne sera plus digital retailing. Ça va être omnichannel retailing. OK. C'est ça la prochaine étape. C'est là qu'on s'en va. Parce que le consommateur ne veut pas avoir de différence quand il achète son auto ou il achète sa paire de chaussures. Exact. Oui, c'est plus compliqué. Oui, il va prendre plus de temps. Mais il ne veut pas avoir l'impression que, sans vouloir être négatif, là, c'est croche. Ouais. Il veut pas avoir l'impression qu'il n'est pas capable de relier les morceaux ensemble. Exact. Puis, si ça il tente de se présenter en magasin, il s'attend à ce que ce qu'il a fait en ligne et qu'il a sauvé sur ton site, le vendeur, il travaille dessus. Puis, il s'attend que quand tu t'assois avec un vendeur puis que le vendeur finisse son speech puis de toutes les étapes puis qu'il n'est pas prêt à acheter, mais d'avoir accès à de l'information. Ouais. Sais-tu quoi? S'il est prêt à l'acheter à 2 heures du matin, il va le faire. Il va le faire. Puis il faut qu'il puisse le faire. Oui. Puis il va le faire bien plus qu'on pense si, à travers tout le processus, autant j'ai commencé en concession, je suis allé au magasin, je suis retourné chez nous, j'ai reparlé au téléphone, on a renégocié, j'ai rafraîchi tout ce qui a été fait dans mon compte. Puis que là, je suis prêt, là, puis j'ai pas besoin de parler au vendeur, là. Ça a tellement été transparent, ça a tellement été smooth. Ouais. J'ai pas senti qu'il y avait de breakdown. Que là, je pas besoin de reparler au vendeur. Je vais cliquer sur le piton qui s'appelle acheter. Mais oui, tu veux en plus que le gars il a pris 2-3 bières ou un martini avec son chum le soir, qui décide, hey, excuse l'expression, mais hey, fuck it,
Je la jette, puis il retourne en ligne sur son profil, puis il fait réserver. Ah ouais, j'ai peur de le perdre. Hey, non, mais même juste l'émotion de t'es un peu, t'es dans un bon vibe, t'es là, même que tu dormes, puis que tu te réveilles magané demain, puis que ça s'est dépensé 300$ au bar, j'aurais pas dû. Peut-être moins intéressant d'appeler ton vendeur pour dire finalement, je vais acheter un char à 35 000, tu sais. Mais perds pas cette opportunité-là. Si tu peux avoir cette opportunité-là, c'est parfait là, de dire au client, si jamais, là, quand tu reviens chez vous, là, tu veux l'acheter, le véhicule, t'invites là ton lien, ton compte est ici, tu rentres, cliques, tu vas le réserver, t'es sûr qu'on l'a, je vais recevoir une notification, je t'appelle aussitôt que j'ai ça, puis on continue à partir de là, on va faire le processus de financement, petit patata, tu sais. Tu perds pas cette opportunité-là, mais en ce moment, elle n'existe pas, cette opportunité-là, dans comme 90% des concessionnaires et plus probablement, là, tu sais. Oh oui, ça fait puis pas même de si on a des outils CPO, des fois, ils les maximisent pas non plus. Non, clairement. L'outil, c'est 50% de la job. Mais l'autre 50%, c'est pas l'outil. Là. C'est la culture puis c'est les processus dans la concession. Là. Fait que t'as un peu... on a bien beau, nous autres, les fournisseurs de technologie, travailler très fort pour faire des outils qui sont pas tout le temps parfaits, mais qui sont à l'avant-garde. Faut aussi que les processus suivent. Fait que les babines suivent les bottines. C'est ça que mes parents me disaient tout le temps. Fait qu'à un moment donné, faut qu'en concession, on soit prêt à changer la façon dont le monde pense. Puis ça c'est un défi de tous les jours. Puis je pense que vous en allez dans la bonne direction, dans le sens que, tu sais, aussi, je pense qu'une personne, un concept qu'un consommateur a, c'est que c'est rare que le consommateur va s'acheter un véhicule sans parler à personne. Personne, là, il y en a, là, mais en général, tu vas en parler à ton conjoint, ta conjointe, ta mère, ton oncle, ton ami, peu importe, tu vas consulter quelqu'un. Puis, comme n'importe quoi dans la vie, tu as une business, tu as déjà été vendeur, puis je l'ai déjà fait aussi. Si je fais un pitch de vente à un directeur, puis le directeur dit « OK, je suis pas sûr, il faut que j'en parle à mon propriétaire, donne-moi de l'info, puis je vais y expliquer, moi. » C'est sûr que le pitch de vente n'est pas le même quand toi, tu as fait que lui, ce qu'il va faire à son propriétaire de concessionnaire. Un degré de séparation, là, le message est dilué. Puis, tu sais, dilué, c'est probablement comme 90% de tout ce que tu as pitché qui va se rendre l'autre bord, tu sais. Fait que même principe... J'appelle ça la règle du 30%. Tu fais ça avec les employés. Exact. Tu montres quelque chose à quelqu'un, il retient 30%. Et si c'est lui qui traîne son prochain qui arrive, bien lui... il monte 30%, puis l'autre retient 30%. 30% du 30%, là, il reste quand tu es rendu à 3, là, il reste des pinottes. Fait que, si les entreprises, un peu comme la tienne, peuvent offrir aux concessionnaires des outils pour permettre aux concessionnaires d'offrir à leurs clients un outil pour vendre, parce qu'ils doivent soit vendre à quelqu'un, à un ami, pour se faire approuver. Tout le monde veut faire approuver ce genre de transaction-là, que ce soit une maison. Tout le monde a besoin d'approbation, ou la majorité des gens ont besoin d'approbation sociale à ce niveau-là, par un père, quelque chose comme ça. Donne-y les outils pour closer le monde alentour de lui, dont un compte, justement, où est-ce que sa transaction existe. Son véhicule est là, c'est clair, c'est précis, c'est beau, c'est sharp, c'est personnalisé un peu. Tu veux juste écrire son nom dans le coin, pas besoin de le personnaliser au coton, mais juste écrire son nom. Bonjour, Pierre-Olivier Beaupré. Voici les 2 véhicules que vous avez montés aujourd'hui avec votre représentant. Ah, ben c'est un super bon point, puis je l'avais même pas vu. Tu montes ça à ta blonde, tu dis, hey, gars, j'ai vu ces 2-là, sont hot, puis tu as les notes, t'as n'importe quoi, tu sais, que ça, tu vas permettre à ton client que toi, tu essaies de closer, mais tu as bien beau essayer bien fort, mais il ne closera pas avant de parler à quelqu'un d'autre. Fait que donne-lui les outils pour lui closer d'autres. Si tu le laisses dans le vide, il va essayer d'expliquer à la brochure. Ah, Charles, t'es hot, là, Bluetooth, puis vraiment bien équipé, là. Il est rouge. Ben oui, c'est pas un vendeur de char, il connaît pas le produit, il est pas, clairement, il est pas outillé pour closer d'autres mondes. Donne-lui les outils. C'est tellement vrai, là, puis tu m'amènes un point encore plus important. T'sais. Ça va bien? Ouais. Le martini commence à faire effet, c'est bon, ça. Tu sais, quand tu... moi, je suis dans l'industrie automobile, fait que tous mes amis m'appellent. Ils disent, qu'est-ce que t'en penses de ça? Puis, tu sais, sur le deal. Puis là, ils m'expliquent. À un moment donné, je les connais pas toutes, mais sauf qu'ils ont besoin d'expliquer leur deal. Puis c'est sûr que
C'est pas une carte d'affaires ou des fois un offer sheet un peu shady qui est envoyé par email. Hey, va en ligne, regarde ça, puis non, ça fait du sens ton affaire, tout est clean. L'interface aussi utilisateur. Tu travailles sur une interface web, tout le monde travaille là-dessus, que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur un écran de laptop ou un écran plus grand. Là. C'est nice. Là, ça te donne le goût de passer à travers les étapes. Mais ça, c'est le côté en ligne. Mais je reviens encore au côté en concession. Tu te rends en concession, puis en ligne, c'est beau, il y a des photos, c'est nice. Tu arrives en concession, ça a l'air de 1922. Là, à un moment donné, faut que ça suive. Là. Les concessionnaires, puis tu es le premier, tu as bâti une business sur le merchandising de véhicules. On s'entend-tu, les photos, puis tu arrives en concession, tu commences à travailler sur un véhicule avec ton vendeur, tu le voyais en ligne, c'était tout beau, de gros merchandising, des photos Pixel Guru avec tes badges, puis toute la patente, puis ton frame. Tu arrives en concession, puis il recommence à te poser des questions, tu retravailles sur un outil, puis là, t'as pas le spirit que tu avais quand tu étais en ligne. Fait que faut s'ajuster. Fait que ça, c'est le lien entre le physique et le virtuel. Ça, c'est... on travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Qui est difficile à faire. Oui, puis technologiquement, là, je te dis, ça fait 6 ans que je travaille là-dessus. Fait que je peux te le dire là, que c'est difficile à faire. Mais on est rendu. Là, on est pas mal. Là, c'est un marathon. Là, on est au 40e kilomètre en ce moment. Puis ça marche, là, ça roule. Sauf que, outre ça, là, une fois que tu as ça, là, il faut que tu penses en mode omnichannel. Puis ça, c'est un mélange d'outils et processus. Parce que le vendeur qui prend un phone-up, qui continue d'essayer de se donner un prix au téléphone ou qui gosse le client qui n'est pas prêt à venir en concession, bien, c'est pas parce que tu as tous les outils, tout intégré, que ça va marcher. Oui, totalement d'accord. Si ton vendeur continue à travailler avec la même façon, la même pensée, puis qui ne comprend pas c'est quoi l'omnichannel sales, puis qui ne comprend pas comment on peut amener à travailler un phone-up, que ce soit un phone-up qui est dans le bas du funnel, tu l'amènes en concession, ou un phone-up qui est dans le haut du funnel, tu l'amènes sur ton site web à travailler avec toi pour que ta conversation téléphonique là, dure 20 minutes. Pas 1 minute et quart parce que tu n'as rien à dire et que tu n'as pas de valeur ajoutée. Là. 20 minutes. Tu amènes le client, je vais vous guider, allez sur le site web, puis là, ben tu as tous les nouveaux outils où tu es capable de faire du chat vidéo. T'sais. Exact. Fait que là, je vous envoie un lien, on va pouvoir se voir, je vais vous guider, bâtissez votre véhicule, on va regarder votre transaction. Vous me parlez d'un pick-up, on va le bâtir ensemble. Ça peut être mélangeant, on va le faire. Vous allez voir toutes les options possibles, puis inquiétez-vous pas, là, c'est pas engageant. Une fois que vous allez être rendu au bout, là, on va le sauver. Moi, je vais tout le recevoir chez nous. Je vais pouvoir le matcher à des inventaires. Hey, on travaille ça ensemble. On s'entend-tu qu'après ça, là, 80 de ta vente est faite, le client, les premiers qui vont être capables de bien gérer ça, bien utiliser les nouvelles technologies, les intégrations puis les processus, ils vont faire le même malheur que mes clients en 2010 qui ont commencé avec moi dans la gestion des leads là, pour booker des rendez-vous, là, puis qu'ils ont vu leur vente faire ça. Là, aujourd'hui, tout le monde est pas pire, tu sais. T'en as qui sont excellents, mais tu sais, c'est de pas pire à excellent. Avant, c'était de médiocre. médiocre. Puis là, ben, t'en avais qui étaient moyens. Quand tu étais excellent, je veux dire, le gain était immense dans la gestion des leads. Là, aujourd'hui, là, si tu n'es pas capable de gérer tes leads comme il faut, là, on s'entend change de business. Là. Je m'excuse s'il y en a qui ont été offensés là-dessus. Ou penche-toi là-dessus au PC. Oui, c'est ça. Ou appelle-nous. Là, ou appelle BDC Solutions. Faites quoi, là? Alain Humeau va me devoir coupe de plug aujourd'hui. Ça va des commissions qui vont rentrer. Mais faire sa part, je pense que les concessionnaires qui vont comprendre ça, qui vont embarquer là-dedans, qui vont être patients, parce que c'est long changer la culture, mais qui vont mapper le processus de vente,
puis mapper le cycle d'achat du consommateur de toutes les façons possibles, tous les canaux qui proviennent de Kijiji, qui proviennent de ton site web, qui proviennent du téléphone, que ce soit un walk-in. On va dire, ils ont fait bien des affaires avant. Il faut que les consommateurs comprennent et commencent à penser dans le sens que c'est plus une ligne droite, puis il n'y a plus une façon de vendre un véhicule, c'est fragmenté, puis les processus sont fragmentés, puis ça se peut qu'un processus commence dans un channel, finisse dans l'autre. Effectivement. Et ça ne peut pas se percevoir aux yeux du client. Ça ne devrait pas, en fait, se percevoir aux yeux du client. Non, ça puis à la fin, être... c'est pas si important que ça. Puis c'est ça qu'il faut briser. Parce que si je regarde en 2012, là, quand on faisait de la business avec les clients, là, une des choses qui était très importante, c'était de segmenter les sources de leads pour être capable de les mesurer. Exact. Je vous dirais qu'aujourd'hui, là, c'est important de savoir ce qui marche ou pas, là, mais surmesurer tes sources de leads, c'est perdre de vue l'expérience client. Ouais. C'est juste être axé sur les coûts, à savoir qu'est-ce qui marche pas. Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est pas si important que ça que tu ailles commencer sur le web, mais que je t'aille logué comme un walk-in, puis que je me sois rendu compte que finalement, tu avais déjà fait des quotes en ligne, que j'avais tout mergé ça ensemble. Tu sais, ou la ligne, il faut que tu vendes des chars. Exactement. Tu as vendu combien de chars, puis combien de chars tu vas vendre le prochain mois. Ça s'en va-tu en augmentant? Oui. Exactement. Let's go. Monnaie, si tu coupes trop la scène en 4, là, totalement d'accord. T'as pu... merci, Louis. Ça commence à faire un bon bout qu'on parle. Ça fait probablement 45 minutes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir avec moi. Merci de m'avoir fait découvrir les martinis. On c'est est à peu près délicieux. pareil dans notre drink. Fait que on va manger nos olives. Aussitôt que les caméras finissent, on s'en fait d'autres. Merci de m'avoir invité en passant. C'est vraiment un plaisir. J'aurais dû accepter plus vite. Pour de vrai, j'ai eu un très bon moment avec toi. Puis ton énergie est contagieuse. Puis ça donne le goût d'en parler. Merci beaucoup. Merci. Pour les gens qui veulent voir l'épisode, elle va être disponible sur YouTube, Spotify, Balado, Google Podcast. Évidemment, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, ça nous fait toujours plaisir. Vous allez pouvoir voir des extraits aussi. On essaie de promouvoir un peu les épisodes. Donc, merci beaucoup encore pour votre écoute. Puis merci beaucoup à Louis pour ce temps-là. C'est vraiment apprécié. C'était une conversation essentielle pour le monde automobile. Ça fait grand plaisir. Cheers. Merci. Santé.